Bonjour à tous, merci d'être là pour ce probablement dernier e-café de la saison. J'ai appelé ça la saison printemps-été 2020, puisque en fait le printemps s'est déroulé jusqu'au début de l'été finalement, hein. Avec ce report, nous avons joué les prolongations un petit peu et le report en même temps. Donc avec une douzaine de sessions, dont celle-ci, que nous proposons avec l'Institut Caisse des dépôts et consignations pour la recherche, qui est donc représentée par sa responsable Isabelle Laudier, ici, qu'on remercie encore. L'Institut CDC pour la recherche soutient le printemps de l'économie depuis 2014, donc ça fait partie des piliers importants du printemps. Et donc, avec l'Institut CDC, on va aujourd'hui aborder un thème qu'on avait plus ou moins abordé déjà au printemps de l'économie, quand on avait traité la question du territoire il y a quelques années, avec Jean-Jacques Thérin d'ailleurs au passage, que je vais présenter après. C'est la question en fait du rôle des villes. Les villes, on sait, Fernand Braudel parlait dans Civilisation matérielle en 1967, des villes comme des transformateurs électriques, créateurs de tensions, créateurs d'échanges, créateurs de relations. Et ces villes qui interconnectent énormément de personnes et de relations très complexes, sont-elles des facteurs de vulnérabilité, et notamment face aux crises comme les crises sanitaires, ou au contraire des facteurs de résilience pour permettre justement d'amortir ces chocs? Donc Jean-Jacques Thérin, qui est notre intervenant aujourd'hui, est architecte, urbaniste, docteur en architecture. Et je vais passer la parole à Isabelle Laudier qui va présenter davantage le thème et également aussi les travaux de notre intervenant. Merci à tous. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup, Rémi. En effet, c'est le troisième e-café que nous co-organisons dans le cadre de notre partenariat. Ce que nous avons commencé au mois de mai avec un e-café avec Nadine Lebrato et Olivier Bouba-Olga sur Covid et inégalité territoriale. Et il y a 2 semaines, nous avons eu un e-café avec Gilles Lepezan et Rachel Guyet sur la transition énergétique, hein, sur les énergies renouvelables. Donc là, aujourd'hui, nous sommes ensemble avec Jean-Jacques Thérin sur la question que tu poses. Bon, on pense que les villes ont quand même eu une moindre résilience. Enfin, en tout cas, elles ont révélé des fragilités au moment de cette crise sanitaire. Et l'objectif est de comprendre un peu pourquoi plus précisément et éventuellement de s'interroger sur des pistes de, de, de vision de la ville ou d'organisation de la ville qui pourraient la rendre plus résiliente. Euh, donc, euh, Au sein de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, on a effectivement ce travail avec Jean-Jacques Thérin depuis quelques années sur les conditions en effet de stratégie résiliente et surtout de coproduction des stratégies résilientes dans les territoires. Comment on associe les acteurs des territoires pour identifier les objectifs stratégiques et identifier les stratégies qui puissent obtenir de l'efficacité et de la résilience dans les territoires. Donc là, on va un peu se poser la même question, mais au niveau de la ville. Donc, j'allais commencer. Alors, je ne sais pas si l'écran fonctionne parce que j'ai une image fixe sur Zoom là. Jean-Jacques, j'allais commencer par te poser une première question avant de s'interroger sur les effets actuels de la crise. Quelles sont pour toi aujourd'hui les caractéristiques du développement urbain? Bien, alors c'est une vaste question qui nécessite deux ou trois préalables et notamment un tout petit, un tout petit retour en arrière pour poser les questions. La ville est gouvernée, comme chacun sait, d'une façon politique et d'une façon très différente, évidemment, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre. Donc on ne peut pas parler de gouvernance urbaine d'une façon universelle et générale, c'est très difficile. L'urbanisme est l'outil de cette gouvernance en matière de gestion de la ville. L'urbanisme est quelque chose d'assez récent. Il y a deux caractéristiques à l'urbanisme. Premièrement, c'est récent, ça a été inventé au 19e siècle. En gros, pour faire simple, puisqu'on n'est pas face à des spécialistes a priori, mais à l'époque de Haussmann, Barcelone est un exemple, Paris est un exemple d'urbanisme et c'est là que ça a été créé. Et cet urbanisme donc est récent et à la fois il est polymorphe. Je veux dire, il y a des urbanistes architectes, il y a des urbanistes ingénieurs, il y a des urbanistes sociologues, il y a des urbanistes paysagistes, etc. Donc ce n'est pas une discipline
homogène, c'est quelque chose qui est tiraillé par toutes sortes de disciplines. Et dans le meilleur des cas, parfois, ces disciplines se retrouvent pour concevoir des choses ensemble ou imaginer des choses ensemble, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a des tendances très fortes dans un sens et dans l'autre. Donc, ça, c'est l'aspect un peu historique. Et de ce fait-là, de ce fait qu'il n'y a pas vraiment une discipline et une règle, il y a un certain nombre de choses qu'il faut remarquer. C'est que à partir du moment où il y a eu cette force maîtrise du territoire par l'urbanisme, il y a parallèlement eu une sorte de fractionnement du territoire, c'est-à-dire qu'on l'a délimité, on l'a redéfini, c'est-à-dire qu'autrefois on parlait d'une vallée, quelque chose qui avait une logique d'ensemble, une vallée, un pays, un territoire qui avait son… Et à partir du moment où on a fractionné ce territoire pour lui donner des logiques administratives, politiques, etc., on lui a donné beaucoup plus d'efficacité, certes, mais on a fractionné les choses. Alors aujourd'hui, quelles sont les conséquences de ce fractionnement? On pourrait dire que, et je suis peut-être un peu négatif en disant, mais on a des territoires qui sont extrêmement puissants, et notamment les métropoles qui réunissent toutes les richesses, je dirais, les richesses aussi bien le pouvoir, les richesses économiques, la connaissance, les universités, les réseaux, les infrastructures. Et puis il y a des territoires qui sont, je dirais, un peu entre deux, et qui, certains s'en sortent bien et d'autres beaucoup moins bien. Donc, ce sont ces territoires qui sont les plus vulnérables, ces territoires qui sont au sein des métropoles déjà, et puis en dehors des métropoles. Et c'est là-dessus qu'il faut que nous fassions une observation aujourd'hui. Ces territoires sont souvent extrêmement vulnérables et donc, il faudrait se poser des questions. Alors, pour répondre plus précisément maintenant à la question d'Isabelle, pourquoi sont-ils vulnérables? Parce qu'ils connaissent, par rapport justement à ce déséquilibre des territoires les uns par rapport à l'autre, ils connaissent souvent des chutes démographiques, un vieillissement de la population, une désertification des services, et notamment des services médicaux et des commerces. Et puis, il en découle des pertes d'emploi et c'est une espèce de spirale qui les tire vers le bas. Alors, sur le plan de la ville elle-même, l'espace public, dans ces cas-là, a subi une perte d'urbanité, c'est-à-dire qu'il y a moins une détérioration, on pourrait dire, des activités humaines dans la ville. D'autre part, les administrations, pour répondre à ces questions, ne sont pas organisées d'une façon transversale. Comme je l'ai dit, les choses sont fractionnées par discipline, sont fractionnées par territoire, et donc il y a cette organisation des administrations par silos. Les gens qui s'occupent d'espaces verts ne s'occupent pas forcément de gestion de l'eau. Or, on voit bien que la gestion de l'eau est indispensable pour les espaces verts. Voilà. Je ne sais pas si on va peut-être revenir là-dessus, Jean-Jacques, effectivement, sur les conditions de gouvernance. Alors, tu as abordé le cas des villes qui avaient éventuellement des problèmes de centre-ville. Après, sur la fragilité des villes dans la crise du Covid, parce que c'est la question que je voulais te poser maintenant, on parle aussi beaucoup de l'intensification des flux, des échanges, de la densité. Pour toi, comment exprimer comment décrire l'ensemble des fragilités révélées par la crise sanitaire dans les villes? Alors, dans cette géographie que j'ai très rapidement dessinée, avec un certain nombre de métropoles plus ou moins importantes et puis des territoires qui vivent, certains vivent très bien, hein, les territoires de montagne par exemple, ou les territoires de littoral, personnes souvent vivent bien du tourisme notamment, mais ces territoires, hein, donc dans cette géographie en question, il y a un certain nombre de caractéristiques que je vais définir juste par des mots-clés parce que vous les connaissez. Il y a cette logique de mondialisation, c'est-à-dire on parle maintenant de ville-monde. Paris est une ville-monde, n'est pas une ville-monde. Barcelone est une ville, ou aspire à être une ville-monde. Et derrière cette notion de ville-monde, il y a cette notion de compétitivité et d'attractivité.
Et derrière la notion de compétitivité et d'attractivité, il y a la notion de mobilité. Et, pour être attractif et pour être compétitif, les villes construisent. Et donc, il y a également cette notion de concentration. Concentration de services, concentration d'habitat, concentration de lieux de connaissances, etc. Et les deux, je dirais, j'allais dire les deux mamelles de cet urbanisme de compétitivité, c'est la mobilité et c'est la concentration. Je fais exprès d'utiliser le terme de concentration et pas celui de densité, qui est beaucoup plus polémique. La densité n'est pas forcément négative, mais par contre, la concentration elle l'est souvent. Et on s'aperçoit que, effectivement, ces deux éléments, ce sont elles qui ont créé l'ensemble des crises sur lesquelles on vit. D'abord, les crises environnementales, mais aussi les crises sanitaires et les inégalités sociales. Donc, il y a là une espèce de concentration de faits qui vient des caractéristiques qui ont amené beaucoup de qualité à la ville, qui lui ont amené beaucoup d'éléments positifs, mais ces éléments positifs se transforment en éléments de vulnérabilité, en sorte de talon d'Achille de la ville, parce qu'ils ne sont pas maîtrisés et surtout parce qu'ils sont gérés indépendamment, c'est-à-dire on parle de concentration mais sans réfléchir aux questions de mobilité, on parle de mobilité sans réfléchir aux questions de sanitaire, etc. Et il y a cette espèce de cloisonnement des problématiques qu'il est extrêmement difficile et très complexe de mettre en réseau. Merci beaucoup. Donc, donc tu as réfléchi dans le cadre, en observant cette crise sanitaire hein, et sur ses impacts sur la ville, à ce que pourrait être une ville plus résiliente. Et tu parles de ville métabolique, de ville écosystémique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, je viens de dire qu'effectivement, les choses sont extrêmement fractionnées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les caractéristiques qui font la ville d'aujourd'hui sont gérées d'une façon beaucoup trop, on dit en silo, c'est-à-dire d'une façon fermée. On réunit des expertises qui sont souvent extraordinaires autour de logiques précises. Je vais prendre un exemple qui illustre très bien et qui est pris souvent par la ville de Lyon pour expliquer ce problème de gestion. La ville de Lyon décide de faire ce qu'on appelle des nous, c'est-à-dire l'absorption d'eau par des canaux qui absorbent l'eau et sans le renvoyer dans les canalisations. Ce qui est une logique intéressante dans la ville pour faire partir l'eau, pour rendre la ville plus gérable au niveau de la gestion de l'eau, pour ne pas renvoyer toutes les eaux de pluie, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas, ou les villes ne savent pas bien gérer ce genre de problème. Parce qu'une noue, ça nécessite de faire appel aux gestionnaires de l'eau, aux gens qui s'occupent d'espaces verts, aux gens qui s'occupent de déchets, parce que dans les noues, il y a, etc. Et ces services n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et donc, ça ne marche pas. Donc, il y a ce problème de silo. Et aujourd'hui, la caractéristique, là, pour répondre à ta question, il faut que nous apprenions à gérer non pas uniquement les territoires et leurs limites, mais les flux qui font fonctionner la ville. C'est-à-dire, la ville est un organisme vivant qui est composé de flux, personnes, des objets, des marchandises, de la nourriture, des flux entrants et des flux sortants, les déchets, la pollution, les éléments polluants, etc. Et tout ça nécessite, premièrement, d'être géré en tant que tel, ce qui est souvent le cas, mais d'une façon plus globale. C'est-à-dire qu'on doit maintenant apprendre à gérer la ville par ses flux. Et c'est ce qu'on appelle la ville métabolique, c'est-à-dire que la ville est beaucoup plus composée de flux aujourd'hui que de territoires. Les territoires, ils existent, on les connaît. Les flux, c'est beaucoup plus difficile de les gérer et c'est encore beaucoup plus difficile de les gérer ensemble.
Je prends un exemple, la ville de Rotterdam, qui dit depuis des années, depuis de l'année 1914 justement, gérer la ville par les flux, explique à quel point c'est complexe et a mis en place une gestion des flux. Et en priorité, la gestion de l'eau, de la nourriture et de l'énergie. Et gérer ces trois flux d'une façon cohérente et résiliente, c'est-à-dire en essayant de faire en sorte que la ville produise moins et produise moins de déchets par rapport à ces trois éléments, eau, nourriture, énergie, pose des questions nouvelles qu'on n'a pas eu l'habitude de prendre. C'est ça, gérer la résilience. Et donc, selon toi, cette ville métabolique est plus résiliente? Cette ville métabolique est plus résiliente. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que en gérant les flux, on gère aussi l'économie de la ville. C'est-à-dire, je reprends l'exemple, la gestion de l'eau, généralement, dans une ville, se gère de nouveau par silo. On gère séparément la gestion du fleuve, par exemple, et la gestion des eaux sales ou des eaux. Bon, c'est un ensemble. Donc, gérer l'ensemble des problématiques de l'eau dans une ville, c'est améliorer la qualité de l'eau, mais aussi la qualité du service de l'eau et sa relation avec le territoire et avec sa population. Aujourd'hui, très peu de villes le font. Gérer l'eau par rapport aux questions de nourriture, c'est la même chose. Gérer l'eau par rapport à l'énergie, c'est pareil. Et donc, ça permet non seulement de faire des économies, par exemple des économies de déchets, mais aussi des économies d'énergie et de faire des économies d'eau, bien sûr. Donc, résilier, ça veut dire mieux gérer son patrimoine. On ne peut pas gérer son patrimoine correctement si on continue à ne gérer que des territoires, ne pas le gérer par ces flux et par les interactions qu'il y a entre les différents flux. Alors, dans la ville résiliente, il y a des enjeux de gouvernance, hein, tu les as cités, puisque tu as beaucoup pointé la difficulté au sein des collectivités de travailler de manière transversale sur des sujets stratégiques transversaux du fait de l'organisation sectorielle par service. Donc ça, c'est un point que tu as développé et que tu peux peut-être nous redire. Mais il y a aussi des enjeux de participation pour gérer cette ville métabolique, cette ville écosystémique. Quels sont donc quel type de gouvernance s'accompagne avec une vision et une gestion de la ville comme ville métabolique et quelle partie prenante? Donc, quel type de gouvernance et avec quelle partie prenante? Alors, je crois qu'on peut dire, et je crois que tout le monde le dit, et quand on lit les textes qui sont liés aux élections municipales, par exemple, récentes actuellement à Paris, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire participer les habitants, et le terme d'habitant étant un terme un peu générique, à la gouvernance de la ville. En fait, les administrations ne sont pas outillées pour organiser cette participation, et je crois qu'on peut dire ça en gros sur le plan mondial. Il y a un certain nombre de villes qui ont appris à le faire parce qu'elles ont elles ont plus la culture. Là, on parle souvent des pays du Nord, mais il n'y a pas que les pays du Nord. Il y a des pays, il y a des villes en Espagne, en Italie qui font ça très bien aussi. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il ne suffit pas de mettre les gens autour d'une table et dire voilà, on va discuter de la gouvernance de notre ville. Ça nécessite des méthodes, ça nécessite des démarches précises, ça nécessite un auto-apprentissage, un apprentissage et un auto-apprentissage, donc, et une répartition des responsabilités. Donc, faire participer les gens, ça nécessite un certain nombre de choses, et notamment cet auto-apprentissage des gens qui doivent prendre en charge leur propre responsabilité. Mais ça nécessite des outils. Alors, je vais prendre un exemple d'outils indispensables. Ça nécessite de faire des diagnostics et des diagnostics partagés par tout le monde avec la population. Et alors la population, ce n'est pas uniquement les habitants, c'est toutes les forces vives, c'est-à-dire c'est aussi les entreprises, le monde de l'entreprise, c'est le monde de l'université, des étudiants, etc. Donc c'est très complexe à faire et on comprend pourquoi c'est difficile. Parce que la participation, ou bien si elle est
elle vient uniquement de la force publique, ça devient une participation invitée où les gens, très poliment parfois et quelquefois d'une façon un peu agressive, viennent s'installer dans une table, écoutent des gens, des hommes politiques, des femmes politiques exprimer leurs choses, et puis il y a une discussion de café du commerce, et si on faisait ci, on faisait ça. Ce n'est pas ça. Il faut baser la participation sur des diagnostics précis. Et là, les populations sont aussi capables que les administrations de faire de bons diagnostics. On a besoin des habitants pour faire de bons diagnostics. Donc, il faut les faire participer. Donc, les diagnostics, ils doivent être à la fois, comme je le disais tout à l'heure, écosystémiques, c'est-à-dire c'est absurde de faire un diagnostic sur un aéroport, par exemple. Il faut faire un diagnostic sur l'aéroport peut-être, mais par rapport à l'ensemble des flux du territoire et pas uniquement les flux des avions. Donc ça, déjà, c'est très complexe. Et puis, il faut qu'ils soient partagés. À partir de ces diagnostics, qui sont des actes politiques, ne sont pas uniquement des actes techniques, c'est-à-dire qu'on met en branle toute une activité politique autour d'un diagnostic. Eh bien, à partir de là, on peut commencer à travailler, évaluer les actions, les programmer, avoir une vision. Un diagnostic, ce n'est pas uniquement une photographie du territoire, ce sont des outils qui permettent de développer des visions partagées. Parce qu'on sait d'où on part et on peut à ce moment-là imaginer où on veut aller. Sans diagnostic, on ne peut aller nulle part. Donc voilà, pour moi, pour répondre à ta question, la participation, oui, mais elle ne peut pas être institutionnelle comme c'est trop souvent le cas. Ce n'est pas une participation invitée où on propose à des gens de s'asseoir et discuter. C'est une participation active basée sur des diagnostics écosystémiques et partagés. Alors justement, là, c'est une question que j'ajoute par rapport à la liste des questions qu'on avait discutées ensemble. Tu prônes des outils de travail pour faire travailler les gens ensemble, parce que effectivement, associer l'ensemble des acteurs du territoire pour faire le diagnostic partagé et identifier les thèmes communs sur lesquels tout le monde veut s'engager, ça suppose de savoir travailler ensemble. Et toi, donc, tu parles beaucoup des questions de méthode de travail collectif. Et d'auto-apprentissage. Alors, je vais prendre un exemple. La ville de Montréal, mais ce n'est pas la seule, met en place dans chaque quartier ce qu'elle appelle les tables ouvertes. Les tables ouvertes, c'est des tables où tout le monde a le droit de venir et exposer ses questions. Et les tables ouvertes sont des lieux d'apprentissage. Sont des lieux d'apprentissage. Elles n'ont pas pour objet forcément d'être ni revendicatrices, ni productrices de projets, mais par contre, elles sont à la fois productrices de connaissances du territoire et productrices et capables d'auto-formation. Et c'est ça qui permet ensuite aux gens d'abord de se connaître, ensuite de connaître les vrais problèmes de la ville et non pas simplement dire il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Non, et là on apprend. Et quand on apprend, on devient forcément plus intelligent, a priori, mais surtout plus intelligent collectivement. Et c'est là où on peut entrer dans une capacité productive. Voilà, c'est ce que j'entends par là. Et ça c'est ça qui souvent manque dans les villes, ce relais. Alors, on peut l'appeler de différentes façons. Dans certaines villes, on appelle ça des living labs. Mais peu importe le terme, l'idée, c'est d'avoir des lieux qui sont déconnectés des institutions. Ce ne sont pas les institutions qui les gèrent, même si elles en félicitent l'organisation parfois, mais ce sont des lieux à la fois de connaissance, d'apprentissage du territoire et de restitution de l'expérience des gens, qui sont les mieux placés pour connaître leur territoire, beaucoup mieux que les gens qui sont dans des bureaux et qui sont capables de modéliser la ville. Merci beaucoup. Je voudrais également revenir sur les projets urbains, c'est-à-dire que tu nous as parlé de la ville métabolique, en quoi ça consiste, quels impacts sur la gouvernance de la ville, la participation. J'imagine que cette ville métabolique génère également des projets urbains un peu différents.
Et donc, quel impact de la ville métabolique sur les types de projets urbains et quel impact cela peut avoir sur des investisseurs ou des financeurs. Je pense bien sûr à la Caisse des dépôts qui est un acteur financier des territoires et donc qui soutient des projets, et en particulier des projets d'aménagement en ville. Donc, quel impact de la ville métabolique sur les projets urbains et sur les investisseurs? Alors, je vais répondre sans tirer à boulet rouge sur qui que ce soit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la logique la plus fréquente des projets, et il faut bien considérer que quand on regarde les projets aujourd'hui, les grands projets, pour utiliser un terme à la mode, on s'aperçoit de deux choses. Premièrement, que les mandants, je veux dire ceux qui veulent, qui demandent les projets, ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Ou en tout cas, leur demande n'est pas complètement en phase avec l'économie générale de ce projet. Je prends un exemple tout simple qui est décrit aujourd'hui, la gare du Nord. La gare du Nord, la SNCF dit qu'il faut refaire la gare parce qu'il y a trop il y a une insuffisance par rapport au nombre de voyageurs. Très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Je suppose que la SNCF sait à peu près comment on fait une gare. En tout cas, elle a des architectes pour ça et des ingénieurs. Mais on lance un projet et on attend du marché qu'elle réponde à la question. Donc, il y a une sorte d'ingénierie de l'investissement qui s'est mis en œuvre, non pas pour faire des montages financiers, mais pour faire des montages de projets. Et donc, le montage de projet, il est simple. On interroge un investisseur qui dit il faut faire une gare. La gare coûte 200 millions d'euros, mais si je mets 600 millions d'euros, je vais pouvoir vous financer la gare et puis faire un centre commercial à côté. Mais monsieur l'investisseur, on ne vous a pas demandé un centre commercial, on a demandé une gare. Mais voilà, mais moi, je peux faire. Donc, il y a une espèce de déconnexion ou de dérive entre ce que veut la ville, ce que veut le mandant, le politique, et ce que le marché lui propose. Et là, ce décalage, il est mal ressenti par une population qui se sent à la fois lésée et impuissante, par un politique qui, au vu de l'insatisfaction de la population, essaye de trouver un compromis, et un investisseur qui, lui, est là pour gagner de l'argent, comme son nom l'indique, et donc qui reste le plus accroché à son projet. Et là, on sent qu'il y a une déconnexion. Et je reviens donc sur ma notion de ville résiliente, à laquelle il va falloir qu'on arrive finalement, c'est que sur la gare du Nord, on est parti directement sur un projet financier et non pas sur un diagnostic. Or, les spécialistes avec qui j'ai pu être en contact disent mais on aurait pu résoudre le problème. Alors, je ne sais pas qui a raison, et au fond, moi, ça m'est égal, je ne vais pas arbitrer la question. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aurait d'autres solutions sur la gare du Nord à trouver plutôt que celle d'investissement. Donc, tant qu'on ne fait pas des diagnostics extrêmement précis au départ, on a des solutions qui ne correspondent pas aux besoins. Voilà. Effectivement, sur ce projet, le besoin est aussi et d'abord le besoin des usagers, c'est-à-dire des voyageurs. Je voudrais juste poser une dernière question aussi qui n'était pas forcément prévue, mais qui revient sur la question de la crise sanitaire. On a l'impression que les territoires plus périphériques s'en sont mieux sortis. Enfin, quand je dis périphérique, ce n'est pas du tout le bon terme, mais mettons que les territoires moins denses, la campagne, etc., a été plus résiliente que la ville. Est-ce que tu penses que ceci va avoir un impact sur les visions des habitants ou des citoyens par rapport à leur territoire? Est-ce que ça va revaloriser relativement des territoires moins denses par rapport à la ville? Est-ce que tu penses que ça aura un impact? Écoute, franchement, le débat est ouvert. Je pense qu'en ce moment, on est plutôt dans la phase un peu émotionnelle
de la question et l'analyse rationnelle n'est pas vraiment faite. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tout d'un coup un coup de barre phénoménal vers les espaces moins denses. Et encore une fois, je disais d'entrée que je n'étais pas certain que c'était vraiment la densité en tant que telle, dans sa définition stricte, qui est le nombre de mètres carrés construits sur le nombre de mètres carrés de sol, qui soit remise en cause, même si un certain nombre de gens le font. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que on est beaucoup plus dans une nécessité de redéfinir une qualité de vie, une urbanité, une façon de vivre la ville différente. Et je crois que c'est plutôt ça que la notion de territoire de densité ou de dédensité. Je ne crois pas au-delà de l'émotion actuelle qui fait qu'effectivement un certain nombre de gens se réfugient à la campagne pour échapper, mais ça c'est un réflexe normal et un peu émotionnel, que je comprends. Mais au-delà de cette période-là, je pense que c'est beaucoup plus sur la façon de vivre et les comportements en ville qu'il faut travailler. Et je pense que la ville reste l'élément attractif numéro un de la vie en société aujourd'hui, et que c'est plutôt elle qu'il faut repenser plutôt que de déménager tout le monde à la campagne. Et quand on regarde la façon dont j'ai été à l'étranger pendant 3 mois bloqué sans pouvoir rentrer en France, et donc j'ai retrouvé Paris après 3 mois d'absence la semaine dernière, il y a 15 jours, et j'ai été étonné de voir la façon dont les gens vivent différemment dans Paris. Pas forcément, tout n'est pas forcément positif, mais enfin, il y a un certain nombre de changements incroyable. Moi, je découvre le nombre de vélos dans Paris après avoir passé 3 mois ailleurs, qui est absolument sidérant. Et la façon dont les gens se côtoient dans le... Bon, ça va créer ou générer une autre façon de vivre la ville. Je ne sais pas si elle sera meilleure ou pas meilleure, mais en tout cas, elle peut engendrer des comportements nouveaux, formidables en ville. Et je pense que c'est ces comportements-là qu'il faut favoriser beaucoup plus que des déménagements massifs ou des réorganisations de densité. Donc je n'y crois pas beaucoup, pour te répondre à ta question. D'accord. Bon, je posais un peu cette question parce qu'on a ce signal faible tout de même, qui d'ailleurs est partagé par des générations plus jeunes, hein, qui est que la grosse métropole n'est pas forcément le choix numéro un pour habiter. On voit, encore une fois, on en a discuté, hein, et puis on le voit sur des travaux, des enquêtes, le signal faible quand même soit de la petite métropole ou d'une belle ville moyenne pour venir s'installer. Oui, bah c'est pas impossible, mais disons qu'aujourd'hui, le débat est ouvert, je veux dire, l'observation est ouverte. Je ne pense pas qu'on puisse, à partir de ces 2 ou 3 mois où, je veux dire, encore une fois, l'émotion de tout le monde a été très forte, je ne pense pas qu'on puisse en tirer des conclusions à long terme. Je pense que tout ça va se rééquilibrer et que les villes restent on garde une capacité d'attraction forte. Alors oui, effectivement, on voit bien, on entend les jeunes qui disent j'aimerais bien partir à la campagne, dans des petites villes, etc. Vont-ils le faire? Je ne suis pas sûr. On le voit un petit peu quand même sur la région parisienne. C'est vrai que les agents immobiliers disent qu'il y a une demande très forte. On va voir. Je suis étonné de voir beaucoup de certitudes énoncées pendant cette période, parce que j'ai beaucoup lu, étant loin, j'ai encore plus lu que peut-être que si j'étais resté sur place. Et je suis étonné par le nombre de certitudes qui sont énoncées depuis 3 mois, dans tous les sens, avec des contradictions fortes d'ailleurs. Donc le débat est ouvert, oui. Merci beaucoup. Rémi, Pierre-Pascal, je pense qu'on peut commencer à prendre des questions. Oui. Il y a une première question sur un peu le début de l'intervention où vous parliez de fragmentation des territoires. Peut-être aussi pour nous, vous pourriez peut-être davantage illustrer ce que ça veut dire, cette fragmentation des territoires,
il y a une question de Marilyn Tassus, de savoir est-ce que ça n'a pas amplifié les inégalités sociales et culturelles. Oui, je ne veux pas faire un cours d'histoire, d'abord parce que je ne suis pas historien, mais c'est vrai que très longtemps, la ville a représenté une entité avec ses propres inégalités, hein, qui étaient certainement plus fortes encore qu'aujourd'hui. Mais je dirais que la ville, pour faire très très simple, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, correspondait à quelque chose qui était cohérent à la fois sur le plan géographique et sur le plan, je dirais, politico-social, économique. Ça répondait à une économie, voilà, une économie, et donc à une société, et donc à une. Alors, prenons des exemples. Je veux dire, Toulouse vivait avec sa propre économie. Je prends Toulouse comme j'aurais pu Marseille ou Bordeaux, mais enfin, avec son économie, Marseille, et il y avait des relations avec un interland qui permettait de faire ce qu'on appelle aujourd'hui des circuits courts, et puis il y avait les grands marchés qui permettaient de voir plus loin. Enfin, tout ça correspondait à une logique assez cohérente d'une économie. Si vous prenez un exemple, on parle de SimCity, c'est comme ça que les villes se sont faites, hein, pour être très caricatural, on commence par voilà. Et puis au 19e siècle, on a commencé à réfléchir d'abord sur le plan hygiénique, hein, puisque l'urbanisme s'est basé sur des grandes théories hygiénistes qui a consisté à aérer les villes. Donc ça, c'est le grand point de départ, mais aussi à les fractionner, à créer des notions beaucoup plus fortes de ville-centre, de banlieue ou de territoire externe, etc., de villes nouvelles aussi. Donc, il y a eu ce fractionnement s'est fait pour des raisons à la fois politiques et de gestion administrative. Le territoire a été fractionné à la fois par administration, c'est-à-dire on a commencé à créer des services de l'eau, des services des égouts, des services, des espaces verts, etc., d'une part, et puis d'autre part, on les a découpés, on a découpé les territoires qui étaient liés à une cohérence économique globale, et c'est petit à petit découpé. Et ça a été très efficace. C'était très efficace. L'organisation de Paris en arrondissement, les petites villes autour de Paris, la même chose à Berlin, la même chose à Londres, etc. Tout ça a contribué certainement à enrichir les métropoles, à les organiser économiquement d'une façon plus efficace, mais à fractionner le territoire. Vous habitez Saint-Denis, j'habite dans Paris, on est dans deux univers de gestion, je parle économie, différentes. Et pourtant, on est à Paris. Vous habitez Paris, j'habite Paris, mais il y a ce fractionnement qui est très difficile. On voit bien les difficultés que le politique a à sortir ce qu'on appelle le Grand Paris, prouve à quel point c'est difficile. Le Grand Londres a existé 20 ans, et puis il a explosé en vol. Donc on voit bien que c'est très difficile de défractionner, de recréer une économie qui soit basée sur une résilience du territoire, parce que ce fractionnement ne le permet pas. Je prends un exemple très très précis. Oublions Paris, oublions Londres. Prenons des petites villes la délimitation des villes se fait par des territoires administratifs, des limites administratives, comme des communes, des rassemblements de communes. L'eau est gérée autrement. L'eau n'est pas gérée selon les mêmes limites territoriales. Comment voulez-vous que l'on gère correctement l'eau sur un territoire alors qu'elle ne se fait pas sur les mêmes limites territoriales parce qu'elle n'a pas les mêmes logiques? C'est très compliqué. C'est effectivement, on comprend la complexité aujourd'hui de la prise en compte de ces éléments de résilience par
ces découpages. Justement, donc, vous avez abordé cet aspect de la construction de municipalités de taille plus importante et aussi de métropoles. Est-ce que on sait qu'aujourd'hui, donc, il y a eu des lois qui ont favorisé la construction à la fois des intercommunalités, mais maintenant des métropoles. Est-ce que c'est de nature à renforcer la résilience des territoires urbains? Moi, je pense que je vais pas répondre à votre question parce elle est d'ordre politique. Je vais dire que la résilience, derrière le mot de résilience, il y a le mot d'interconnexion. Alors, l'interconnexion, j'en ai parlé plutôt au plan technique, interconnexion entre l'eau, l'alimentation et l'énergie, mais elle est évidemment aussi encore plus valable au niveau, je dirais, du territoire, c'est-à-dire l'interconnexion entre la métropole, les territoires périphériques, comme on les appelait tout à l'heure. C'est cette interconnexion qui permettra d'avoir une politique de résilience. Alors, c'est plus facile de l'imaginer dans des pays comme la Suède, où la densité de population est plus faible. L'apprentissage des enfants se fait déjà. La relation des villes avec le territoire est plus facile à organiser. Enfin voilà, c'est plus facile aux Pays-Bas où toutes les villes moyennes sont intégrées grosso modo dans un système métropolitain. Hein, on parle encore d'Amsterdam, de Rotterdam, d'Utrecht, mais soyons clairs, c'est le Randstad qui est une agglomération dans laquelle le centre est plutôt l'aéroport que le centre d'Amsterdam. Donc tout ça, il y a des régions du monde où il est plus facile d'imaginer cette interconnexion. Et encore une fois, dans le Randstad, elle fonctionne très bien entre des petites villes comme Haarlem et Amsterdam et Rotterdam. Chez nous, c'est plus compliqué parce qu'il y a une vision beaucoup plus pyramidale et que l'historique politique français fait qu'on a plutôt créé des citadelles politiques autour des villes, parfois même des féodalités, qui fait qu'on a beaucoup de mal à casser les forteresses. Il y a une question sur Marseille qui peut être intéressante pour prolonger ça. À Marseille, c'est Sylvie Laurent qui la pose. Il y a des problèmes complexes. Vous en parliez tout à l'heure, vous y étiez il n'y a pas longtemps. Un des soucis ne vient-il pas d'un excès de moyens de circulation entre la ville et l'Interland, dont la zone industrielle de l'étang de Berre, le faisceau d'autoroutes, de voies ferrées et d'entrepôts des célèbres quartiers du nord de la ville, qui rend la circulation des piétons presque impossible? Pour développer une sociabilité normale dans ces conditions, ce n'est pas simple. Comment envisager une réduction de l'emprise de ces lieux de circulation, des flux, alors que l'approvisionnement de la ville et ses échanges économiques sont intenses avec l'arrière-pays, sans parler des lieux commerciaux comme plans de campagne. Ouais. Écoutez, là, vous me posez une question sur laquelle où ont essayé de plancher depuis 50 ans l'ensemble des gens qui connaissent le sujet. Donc, je ne vais pas en répondre en deux phrases à la question, mais d'une façon plus générique, le territoire, le territoire marseillais dans sa grande sa grande échelle, qui va plus jusqu'à l'étang de Berre, Fos, a été organisé uniquement pour la voiture. Il n'y a pas d'autre moyen, enfin, en tout cas, je n'en connais pas d'aller de Marseille à Fos ou de Marseille à Martigues sans voiture. Il y a sûrement quelques moyens de car, etc. Mais enfin, c'est quand même assez complexe. Donc, même pour aller à Marignane, il n'y a pas beaucoup de possibilités autres que la voiture. Il y a certes des bus, mais il faut aller jusqu'à Saint-Charles pour les prendre, si je me trompe. Enfin voilà, donc ça a été organisé comme ça, a été organisé pour la voiture. Donc tant que ça sera organisé pour la voiture, c'est la voiture qui aura le dernier mot. Moi, je pense aujourd'hui, mais je ne suis pas le seul à le penser, on a écrit un livre là-dessus, sur le piéton dans la ville. Aujourd'hui, on devrait repenser l'espace public urbain en considérant que le piéton
et ou en tout cas que l'espace urbain devrait être piétonnisé. Et qu'ensuite, une fois qu'il est conçu pour le piéton, il peut admettre d'autres moyens de circulation, mais pas le contraire. Aujourd'hui, le piéton est le rebut de la circulation. Il est le dernier des occupants, alors qu'il est il occupe plus de 50% des déplacements en ville. À Paris, on est entre 50 et 55% des déplacements en ville se font à pied. Or, on ne conçoit pas la ville pour le piéton, on conçoit la ville pour un certain nombre de... Et puis, ce qui reste est pour le piéton. Je pense qu'il faut inverser complètement le processus. La ville doit être universelle. Il y avait Georges Amar, directeur de la prospective de la RATP, disait « Le piéton est la cellule souche de l'espace public ». Oui, le piéton est la cellule souche. À partir de là, on conçoit le reste, parce que le piéton est à la fois piéton, cycliste, utilisateur des transports en commun, marchand, commerçant et consommateur, enfant, femme, homme et vieillard. Je veux dire, il est la cellule souche. Donc et si on reconsidère le territoire marseillais à partir du piéton, c'est une révolution. C'est une révolution, mais c'est comme ça qu'il faut le repenser. Du point de vue de la gouvernance, ça suppose en fait, on voit bien, il y a eu des logiques de développement territorial et urbaniste qui ont créé des formes d'irréversibilité sur l'emprise des moyens de circulation, par exemple, par la voiture dont vous parliez. Il s'agit de trouver alors, quelle légitimité, en fait, quel type de gouvernance peut casser ces processus qui peuvent paraître irréversibles. Ouais. J'essaye de répondre sans m'énerver. Ouais. Je dirais qu'il y a deux façons de faire, soit d'une façon un peu brouillonne, qui consiste à retirer les voitures pour les remplacer par des pots de fleurs, en disant, voilà, les voitures, il faut qu'elles partent. Et puis, il y a une façon, à mon avis, plus raisonnable et plus raisonnée, qui consiste à vraiment repenser l'espace public dans son essence. C'est-à-dire que à ce niveau, je pense deux choses. Je pense que l'espace public, d'abord, est un espace qui peut avoir des aménagements très éphémères. On n'a pas besoin de faire des grosses installations. Donc, dans l'espace public, contrairement aux constructions qui durent 50 ans, on a le droit à l'erreur. On a le droit à l'expérimentation. On peut dire, voilà, là, cette rue va être piétonnisée, puis ça ne marche pas, on va la remettre, puis, où on va mettre des vélos. Enfin, voilà, il y a cette notion d'agilité qui devrait régner dans la conception de l'espace public. Et ça changerait tout, parce que expérimenter, ça veut dire améliorer, comme je dis, avoir le droit à l'erreur. Ça veut dire qu'en hiver, c'est pas comme en été, le week-end, c'est pas comme la semaine, le matin, c'est pas comme le soir. Enfin, il faudrait que cet espace soit suffisamment flexible et agile pour s'adapter. Et c'est possible. C'est possible, des villes comme Copenhague le font, un certain nombre de villes canadiennes le font. Enfin, il y a pas mal de villes aujourd'hui, même à Londres, ça se fait, il y a cette flexibilité qui s'installe. Et cette flexibilité, elle change tout. Elle change tout parce qu'elle permet justement de se dire, le matin à 8 heures, c'est une pointe et donc les gens doivent aller le plus vite possible sur leur lieu de travail. Donc on favorise ça et puis le week-end, on favorise d'autres types d'usages de la ville. Vous voyez, c'est ça, utiliser l'espace public en prenant principe que le piéton est le premier. Dans les villes du Nord, en Suède, quand il a neigé, on commence par désenneiger les pistes piétons avant les voitures. Donc là, on voit qu'il s'agit de recentrer en fait la ville sur le piéton, mais aussi sur l'habitant. Vous parliez de... Sur l'habitant, oui. Mais le piéton est un habitant. Hein. Tout à fait. L'habitant est un piéton. Dans 50% des cas, l'habitant est un piéton. C'est ça. Et on voit bien en fait la difficulté aussi, c'est comment faire émerger ces solutions-là
Donc, sachant qu'on a d'un côté une gouvernance qui repose sur une démocratie représentative, donc l'exercice, c'est dans 3 jours maintenant. Oui. On voit donc les taux de participation sont très faibles aux élections municipales, en tout cas aux dernières, pour des raisons qui ne sont pas seulement liées aux élections elles-mêmes. Moi, je prends un exemple, si vous avez parlé de Saint-Denis, et donc moi je connais bien, j'y habite. À Saint-Denis, 110 000 habitants, il y a 40 000 inscrits, et là, il y avait 30% de participation, et habituellement, il y a 50% de participation. Donc ça veut dire qu'il y a 13 000 votants ou 20 000 votants maximum pour une ville de 110 000 habitants. Mais on voit l'enjeu essentiel, vous avez parlé de comment construire ce diagnostic qui pourrait permettre de partager une vision. Quels sont les procédés que vous observez en fait dans les villes qui permettent de faire, d'impliquer les habitants en fait véritablement dans ce diagnostic? Je parlais de Montréal où je vais de temps en temps, où la ville, d'une part, la ville a créé un bureau qui s'appelle le Bureau du Design, qui est à l'écoute. Alors je les ai rencontrés, j'ai passé 2 ou 3 jours en séminaire avec eux, donc je n'en connais pas toutes les ficelles, mais grosso modo, le bureau du design est chargé d'une façon transversale dans tous les services d'introduire de nouvelles pratiques et notamment de pratiques participatives dans tous les services. Alors que ce soit dans les appels d'offres, que ce soit dans les réflexions sur l'espace public, que ce soit dans les questions sanitaires, etc. C'est un bureau qui est composé de designers, d'architectes, de sociologues, de philosophes, etc. Et ces gens-là sont à l'écoute et introduisent. De l'autre côté, et ça c'est important, il y a ces fameuses tables ouvertes dont je parlais tout à l'heure, qui sont faites, alors qui sont sûrement un peu aidées par la ville, hein, parce qu'il y a besoin d'un local, d'un peu, je sais pas, d'électricité, etc. Mais c'est pas ça la question. Ces tables ouvertes sont organisées par des associations, par les associations de quartier, et sont des lieux d'auto-apprentissage. Les gens se rencontrent, s'expliquent, font venir des spécialistes, des experts de ce site sur les sujets qu'ils ne connaissent pas, font venir les responsables de projets en leur disant expliquez-nous ce que vous voulez faire et on va vous donner notre avis, etc. Bon, voilà, et c'est simple, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, je ne dis pas que c'est génial, je ne dis pas que ça marche très bien, mais moi je dis, on ferait ça déjà, ça serait formidable. Alors, je parle de Montréal parce que j'en reviens il n'y a pas très longtemps et que j'ai vu comment ça fonctionnait, mais il y a plein de villes qui font ça. Une question de Nicole Robert qui nous demande, en fait, dans les villes-mondes, on a une proportion d'occupants de courte et de moyenne durée qui augmente, les touristes, les stagiaires, les étudiants. Est-ce que cela ne nuit pas alors, au bien-être des habitants et aux projets que ceux-ci peuvent avoir à plus longue durée pour leur ville? euh, J'ai jamais entendu dire que les étudiants étaient une nuisance pour les villes, hein. C'est la première fois que je l'entends dire. Non, je crois que les étudiants, ça apporte ce que les étudiants peuvent apporter, c'est un peu de gaieté, de joie et de jeunesse. Donc, moi, je pense qu'au contraire, on devrait les accueillir et les accueillir mieux qu'on les accueille dans certaines villes françaises, notamment à Paris, où il y a très peu, il y a 10% des étudiants qui sont logés correctement à Paris. Donc ça, sur, c'est les un touristes, peut-être aussi, on sait. et alors, par contre, c'est vrai que le tourisme de masse est un problème monstrueux. Et que, alors évidemment, le tourisme de masse constitue un pactole pour les villes, donc malheureusement, ils ont tendance à le favoriser. On voit la catastrophe que ça a représenté pour Barcelone, qui aujourd'hui est vent debout contre le tourisme de masse, mais une fois que ça a été fait, ça entraîne donc toute une économie, ça entraîne tout un mode de fonctionnement qui est difficile, sur lequel il est difficile de revenir. Le tourisme de masse tue la ville, tue littéralement la ville. Fait sortir les habitants de leur ville qui préfèrent louer leurs appartements plutôt que d'y habiter et vont s'installer ailleurs. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe autour de Notre-Dame, on est effaré. Notre-Dame a brûlé, Notre-Dame doit être reconstruite. Comment, quand,
est un problème, mais est-ce qu'il faut pour autant organiser les aménagements, les environnements, l'environnement de Notre-Dame pour en faire un Versailles bis, c'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de faire un projet dans lequel les sous-sols vont être réaménagés pour faire un musée, des boutiques, un endroit d'accueil. L'hôtel Dieu va être réaménagé pour faire un grand hôtel, un mall, etc. On va faire de l'île de la Cité une espèce de Disneyland autour de Notre-Dame, tel que c'est parti, qui est catastrophique pour Paris. Catastrophique. Comment faire pour arrêter ça? Et là, c'est là où on revient. Il n'y a pas de diagnostic. La ville dit il faut refaire. Profitons de la catastrophe de Notre-Dame pour refaire le parvis, etc. On est d'accord, le parvis, et on confie ça à des gens qui font un investissement maximum. Alors moi, je pense que là est la vraie catastrophe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision d'ensemble. Alors, on a demandé à un architecte de faire une vision d'ensemble. Il a fait un dessin d'architecte. Très bien, on fait des dessins. Mais à partir de là, on demande de rendre ce projet de l'île de la Cité et du parvis de Notre-Dame, ça devient un investissement en vue d'un tourisme de masse. Et là, c'est pas possible. Là, il y a une erreur stratégique formidable. Un manque de vision d'avenir, c'est le contraire de la ville résiliente. Là. Sur Paris, ça vient peut-être aussi de l'empilement des couches de gouvernance qui font que cette question-là est traitée à la fois au niveau municipal et national. On a des… Ouais. Oui, enfin bon, il y a une volonté là moi je m'en fiche qui prend la décision. Je veux dire, vous disiez vous-même, on les a élus pour ça, pour qu'ils défendent l'intérêt de la population. Et alors là, c'est les intérêts de grands investisseurs qui vont faire de cet endroit-là assez limité une espèce de parc de tourisme de masse. Dernière question peut-être sur les enjeux. Le numérique, on l'a vu dans la crise sanitaire, a permis en fait une certaine résilience en fait en maintenant certains contacts. Est-ce que le numérique change notre manière de voir les villes et leur vulnérabilité ou leur résilience? Le numérique fait partie de notre vie, il est là et donc c'est vrai qu'il a transformé pour le meilleur certainement la gestion des villes. Aujourd'hui, tout le monde parle de Smart City. Alors, il y a deux façons de voir la Smart City. L'une, qui est celle qui se développe malheureusement un peu partout, c'est qu'on gère des données formidables, mais un peu d'une façon plus ou moins opaque et on ne sait pas très bien pourquoi. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'exemple de Toronto qui s'est associé à Google pour développer tout un quartier de la ville. Et Google a dit, voilà, je vais vous faire une ville numérique. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que toutes les données des habitants allaient être enregistrées, qu'on ne pourrait plus rentrer chez soi et sortir de chez soi parce que comme les clés seront numériques, on saura exactement qui entre et qui sort dans chaque appartement de la ville, etc. Enfin, bon, là maintenant, tout d'un coup, vent debout contre Google, le projet est abandonné. Mais il y a des villes en Corée, il y a des villes dans certains autres pays qui vont dans ce sens-là. Donc, utiliser le numérique dans ce sens-là me paraît une erreur stratégique. La Smart City, si c'est pour faire du Big Brother, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour nous, habitants. Par contre, si c'est pour gérer des problèmes complexes comme ceux que je viens d'indiquer tout à l'heure, c'est-à-dire gérer correctement les flux en vue d'une meilleure résilience de la ville, là, ce sont des problèmes extrêmement complexes qui nécessitent des puissances de calcul formidables. Et là, oui, là, le numérique joue son rôle à fond et nous permettrait de résoudre des problèmes que nous ne savons pas résoudre à la main, et humainement parlant. Donc oui, le numérique est indispensable pour les villes, à condition de ne pas nous faire des Brick Brothers dans les années qui viennent. Mais de gérer les flux, c'est très complexe.
c'est très, très, très complexe. Ça a l'air de dire gestion de l'eau, on sait aller sur la Lune, donc on devrait savoir gérer de l'eau. C'est très, très complexe. Et donc, le numérique est indispensable. Moi, je retiens de tout ça, c'est vrai que par rapport, moi qui suis totalement néophyte en urbanisme, on voit cette pensée des villes en termes de flux et non pas en termes de stock. Elle parle aussi à tous ceux qui s'intéressent à l'économie. Donc, de penser la mobilité. Et donc, on va rester sur cette réflexion-là, sur la résilience et la vulnérabilité. Je pense qu'il faudra prolonger ça par d'autres sessions à d'autres moments, parce qu'on n'a pas fini de poser ces questions-là. En tout cas, moi, j'ai remarqué aussi que les mots de cette conférence étaient dans beaucoup de tracts des municipales de dimanche prochain, notamment à Saint-Denis, où il y a la résilience un peu partout. On se pose des questions de résilience. Je vous remercie, Jean-Jacques, pour cette intervention qui était très, très éclairante. Merci, Isabelle, pour avoir suscité ce rendez-vous. Et donc, on vous dit à très bientôt. Isabelle, peut-être un dernier mot si tu voulais conclure. En fait, c'est rendez-vous maintenant en octobre. Hein. Voilà. Si on a terminé la saison des e-cafés, c'est pour se préparer donc, au printemps de l'économie qui va se dérouler. Donc là, mais je vais peut-être vous laisser le rappeler, la semaine du 12 octobre. Et Oui. nous, côté Caisse des dépôts, nous prévoyons 2 interventions dans le cadre de ce programme 2020. Une masterclass par Philippe Clergeau sur les enjeux de biodiversité en ville et une deuxième session sur les enjeux de l'adaptation au changement climatique dans les territoires. Voilà, donc c'était un mot de la fin pour se donner rendez-vous après l'été. Voilà. Donc, à bientôt pour tous. Portez-vous bien et on se retrouve donc en octobre et peut-être avant, on verra en septembre, on verra. À bientôt.